Alors, bienvenue au mardi collaboratif de la FPDC, ce mardi collaboratif exceptionnel puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir les candidats au bâtonat de l'Ordre des avocats de Paris qui vont se présenter, nous présenter leur programme et on va discuter des Marnes et du processus collaboratif en particulier. Voilà, donc je vais passer dans l'ordre d'inscription. Je vais passer la parole à Valérie Rosano pour qu'elle nous présente son équipe. Bon, merci Dominique. Alors, je vous prie d'excuser l'absence de Xavier qui n'est pas là. Donc, je me présente avec Xavier Chilou aux fonctions de bâtonnier et de vice-bâtonnier. Ce serait lui, évidemment, bâtonnier. Alors, que vous dire? Bon, évidemment, on est tous les deux inscrits depuis un certain temps puisqu'on a l'honneur de commencer. Je suis par ailleurs moi-même médiateur, donc c'est dire que les mardes sont un vrai sujet de préoccupation pour nous. D'autant qu'il faut avoir conscience effectivement que ça devient de plus en plus, pas seulement à la mode, mais en tout cas c'est plébiscité par les pouvoirs publics et il faut impérativement que les avocats effectivement investissent le champ des mardes et pas seulement la médiation qui est seulement mise en avant. Que vous dire que par rapport à notre programme, ce qu'on souhaite, c'est effectivement que l'ordre propose des formations qui soient validantes, parce qu'il nous paraît tout à fait anormal qu'on doive payer des sommes assez importantes pour pouvoir obtenir, par exemple, le diplôme de médiateur. Ce n'est pas légitime et je pense que c'est un frein à l'ouverture des mardes pour les confrères. Donc, nous souhaitons effectivement que les mardes soient mises en avant dès l'EFB. Et une fois encore, pas seulement la médiation. Effectivement, le droit collaboratif est une voie qu'il faut explorer. Et puis évidemment en formation continue et parallèlement en formation validante parce qu'il faut que les confrères se familiarisent avec les marques, n'en aient pas peur, ne soient pas réfractaires. Alors évidemment que c'est un changement de position, c'est un changement de posture, c'est un changement d'appréhension des contentieux et des dossiers, encore plus en droit collaboratif, puisque là, pour le coup, on est obligé de travailler ensemble et pas seulement de défendre les intérêts de nos clients. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. Il y a évidemment par rapport au droit collaboratif un certain nombre de choses. Par exemple, c'est effectivement pas dans la loi. Ça peut poser un souci qu'il faudra envisager. Alors, moi, je pense évidemment, par exemple, à la prescription, parce que a priori, ce n'est pas interruptif. On peut décider de l'interruption, mais ça n'a pas la même valeur que, par exemple, pour la médiation. C'est aussi un intérêt par rapport au fait qu'on peut effectivement se passer du juge. On a quand même l'habitude en tant qu'avocat de négocier. Là, on n'est pas sur de la négociation pure, on est vraiment sur un travail en commun. Et donc, c'est vraiment un changement de mentalité qu'il faut impérativement faire développer dans l'esprit des confrères. Parce qu'une fois encore, c'est un atout, c'est un champ de compétences complémentaires. Il faut comprendre que nous, on maîtrise à la fois le contentieux, mais qu'on est aussi capable de proposer une autre solution. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est des marchés supplémentaires pour les confrères. Et peut-être que j'anticipe un peu une des questions qui nous seront posées tout à l'heure, mais je pense effectivement que les avocats, peut-être pas avoir le monopole, mais en tout cas doivent investir massivement de manière à ce que les clients aient le réflexe de l'avocat, non pas simplement dans le cadre de la défense d'un contentieux, mais aussi dans le cadre des mardes, parce qu'une fois encore, nous avons en plus une déontologie, nous connaissons évidemment la procédure, nous connaissons la stratégie des dossiers, nous connaissons le droit, et nous avons évidemment, ce qui est un atout, la confidentialité, ce que ne maîtrise pas un certain nombre de, par exemple en médiation, des médiateurs qui ne sont pas avocats, et ce qui pose parfois énormément de soucis. Donc voilà, effectivement, notre programme, il est aussi axé sur les mardes, pas une fois encore seulement la médiation, mais nous voulons absolument que l'ordre valide et donne de la visibilité, parce que par exemple, je suis allée sur le site de l'ordre par rapport au droit collaboratif, c'est une page. Il n'y a même pas de lien par rapport à votre association, vous n'êtes peut-être pas la seule, mais ça veut dire qu'on ne donne pas suffisamment d'explications aux confrères pour qu'ils s'approprient les outils des modes amiables de règlement des différends. Donc ça, c'est un vrai sujet et nous serons mobilisés évidemment pour les mettre en avant et permettre aux confrères d'y avoir accès le plus largement possible. Voilà, j'ai essayé d'être brève. Merci beaucoup.
Est-ce que l'autre binôme représenté par Mathilde Joanneau peut se présenter? Bah, alors peut-être si ça vous embête pas qu'on attende Olivier, parce que je sais qu'il vient exprès, si les autres binômes ça les embête pas que je saute mon tour pour revenir après, malgré mon grand âge. Voilà, ça serait plus sympa pour lui parce que on sera ensemble comme ça pour le présenter. Pas de souci. Donc je passe la parole à notre consoeur Benjamin Felder. Si vous voulez bien réactiver de votre micro. J'arrive. Merci Dominique. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis Benjamin Fiedler, je suis avocate depuis une trentaine d'années et ma pratique, c'est le droit du travail. Je me présente aux côtés de Carbone 16, qui est un pénaliste. Et effectivement, nous aussi, on a réfléchi au programme MARD, en tout cas ce qu'on pourrait offrir. Alors moi, qui suis une travailliste, je peux vous dire que les MARD ont de sacrés progrès à faire dans ma pratique parce que c'est une pratique qui se prêterait vraiment au règlement amiable des conflits, mais en fait, ça marche pas très bien. Donc, ce qu'on propose, ce qu'on s'est dit, c'est que déjà, pour que les MARD évoluent, il faut les démocratiser. Et les démocratiser, c'est surtout donner envie aux avocats. Et c'est là où le barreau peut avoir un rôle peut-être plus significatif, en jouant, en fait, en organisant des concours, par exemple, comme on le fait dans d'autres pratiques, en créant plus de plateformes de rencontres entre professionnels des MARD pour former des vrais groupes de travail et d'échange. On peut aussi penser à des événements en lien avec l'actualité. Et là, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup de la justice restaurative, la justice réparatrice, avec donc ce film qui a eu beaucoup de succès. Donc, il y a peut-être de l'événementiel plus significatif, plus présent au barreau pour donner envie. Parce que c'est vraiment de là, je pense, que tout part. Ensuite, il y a la formation. Et dans la formation, il y a déjà un certain nombre d'écoles qui existent et de parcours qualifiants. Mais finalement, ce qu'on souhaite nous développer, c'est vraiment la complémentarité entre les MARD. Et cette complémentarité, à notre avis, elle pourrait se réaliser mieux si, en fait, on avait un socle commun de formation au MARD, avec surtout un socle commun sur les techniques. Donc, sur les techniques, par exemple, les techniques de négociation raisonnée, les techniques d'écoute active, de reformulation et de gestion des conflits. Parce que ces techniques-là, en fait, elles fonctionnent dans toutes les disciplines. Et si on permettait aux avocats donc, de les acquérir en bloc, ça permettrait peut-être de fluidifier le recours aux MARD et surtout de les appréhender ensemble ou de manière successive. Donc, c'est aussi une des manières de donner envie. Et surtout, il y a un point qui nous paraît important, c'est de bien définir et valoriser le rôle de l'avocat. Et c'est ça le cœur du sujet. Le sujet, c'est finalement quel rôle les avocats vont prendre, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont être rémunérés en tant que prescripteurs? Ça, c'est vraiment un sujet qu'il faudrait dégonfler. Comment ils peuvent mieux accompagner leurs clients quand on les oriente vers les MARD. Donc ça aussi, ce sont des sujets de réflexion qui nous paraissent très, très importants et qui pourraient donner lieu justement à des ateliers pratiques au sein du barreau pour faire évoluer nos pratiques. Et enfin, le dernier point que j'aborderai, je pense que c'est le bon moment parce qu'on a un ministre qui nous a annoncé une réforme dont on n'a pas encore vu finalement le texte, mais dans les propositions qui ont été faites au mois de novembre, il y a quand même la césure, il y a aussi donc une audience donc de conciliation. Donc tout ça, c'est quand même un environnement qui permet de pousser les MARD et c'est le bon moment pour les avocats d'appréhender le sujet.
Voilà ce que je peux dire en quelques minutes. Merci beaucoup. Est-ce que du coup on repasse au binôme Olivier Saumon, Mathilde Joanneau? Bonsoir, merci. Bonsoir à tous et merci, merci d'avoir organisé ce moment de rencontre avec vous et pardonnez-moi mon retard. Je ne suis pas un spécialiste des mardes. J'ai la conscience totale et absolue que c'est aujourd'hui un mode absolument nécessaire et indispensable. Je vais me permettre de commencer par un souvenir qui est pas si tardif que cela. Vous savez qu'il existe auprès de l'ordre un certain nombre de commissions et notamment il y a la commission de l'exercice en groupe. La commission de l'exercice en groupe, elle vient répondre à la nécessité d'accompagner nos confrères au moment des sorties de cabinets d'avocats. Cette commission, elle débute par une conciliation dont on sait aujourd'hui que la Cour de cassation, dans un arrêt, allez, scélérat, incontestablement, vient dire que la conciliation n'était plus un préalable obligatoire et indispensable dans le cadre de notre profession. C'est quand même vraiment tout tout à fait scandaleux, alors qu'aujourd'hui, la question des martes est indispensable. J'ai été, dès ma première année au Conseil de l'Ordre, dans cette commission et j'en suis devenu très rapidement le secrétaire et je pense que j'ai dû faire ça pendant, même au-delà de mon mandat. Je l'ai fait sans avoir de formation. Je le reconnais. Je pense que la première chose à faire, c'est dans notre ordre déjà de professionnaliser cela de manière à ce que les mardes deviennent absolument essentielles. D'une part, elles le sont. On a un résultat absolument remarquable. On arrive à avoir un nombre de conciliations très important. Mais je parle bien de conciliation et je n'ignore pas qu'il existe d'autres techniques, dont celle créée et portée par votre association. Je pense aussi que devant la crise judiciaire que nous connaissons, les mardes ne doivent pas être une manière de régler les problématiques que nous connaissons. Si nous comparons par exemple avec l'Angleterre, on inverse quasiment les pourcentages entre ce qui est de l'ordre du contentieux et de ce qui est de l'ordre du règlement amiable. Je pense donc aujourd'hui, nous avons là, nous, avocats, un marché absolument indispensable à prendre et dans lequel il faut poursuivre l'effort que vous avez commencé depuis de nombreuses années. L'un des points qui me paraît aujourd'hui essentiel, c'est qu'il existe une méconnaissance et une confusion entre les différents modes qui sont à la disposition des justiciables et qui n'ont pas les mêmes techniques et qui n'ont pas les mêmes finalités. Donc, à mon avis, dans un premier temps, eh bien, il faut arriver à éclaircir cette situation-là en montrant bien combien une procédure participative ou un processus collaboratif ou une médiation correspond à des exigences particulières. Il y a une sorte de clarification
nécessaires à faire là-dessus pour bien montrer que chaque marde doit répondre à des situations spécifiques et des compétences particulières. Je pense aussi que ce qu'il faut instaurer, et c'était le début de mon propos, c'est un changement d'état d'esprit, quasiment un changement culturel sur la manière d'accompagner notre clientèle. Et cela, nous devons mettre cela en place dès la formation initiale, en accentuant aujourd'hui d'une manière forte sur ces problématiques. Je crois comprendre que nous avons un certain nombre de questions que vous allez nous poser. Donc, voici la déclaration initiale que je souhaitais faire, et je pense que Mathilde... Oui, juste peut-être par expérience. Moi, je fais beaucoup de droit de la famille et c'est quand même une matière où justement on a vu se développer les modes alternatifs de règlement des conflits parce qu'on a compris aussi l'embarrassement du juge devant certains conflits et qui, quand ils étaient judiciarisés à outrance, n'arrivaient pas à des solutions en droit de la famille qui convenaient à la famille tout court. Maintenant, et je crois que c'est dans cette matière-là que les premières médiations, les premières envies de trouver vraiment le règlement d'un conflit en dehors du juge a été poussée de façon collective ou de façon massive. Et ça n'a pas toujours eu les résultats escomptés non plus. Donc, je pense que on expérimente encore et j'avoue que nous, praticiens de droit de la famille, la césure qui est annoncée, notamment dans le cadre des divorces, pour dire on va régler le principe de la prestation compensatoire, mais on va vous renvoyer devant un médiateur ou un juge médiateur ou un juge à la retraite ou je ne sais pour chiffrer le montant de la prestation compensatoire. Voilà, il y a des vrais sujets qui vont nous préoccuper en tant que praticiens du droit de la famille et je sais qu'ils inquiètent beaucoup de nos confrères. Et comme on est quand même très nombreux à faire cette matière, il faudra y réfléchir et je pense que vous avez tout intérêt à travailler là-dessus pour essayer de ne pas faire peur aux avocats sur ces modes-là. Tous les avocats vous disent quand ils font du droit de la famille, mais moi j'ai bien essayé avant de trouver une solution amiable, avant d'aller devant le juge judiciaire, mais je pense qu'ils ne sont pas forcément et qu'on n'est pas tous forcément bien formés à ça pour l'éviter. Voilà, c'est donc, on revient sur une formation, comme disait Valérie, elle est médiatrice, moi je ne le suis pas. Donc je pense que j'ai beaucoup à apprendre en développant encore ce côté-là de notre connaissance et ce type-là, cet état d'esprit, comme disait Olivier. J'ai le souvenir aussi d'une consoeur avec qui j'ai discuté qui m'a dit que elle, justement, la formation en tant que médiatrice lui avait permis, même dans le judiciaire, de négocier mieux. Donc, c'est intéressant de voir quand on change d'état d'esprit, de se dire, même si je vais être obligée de faire du judiciaire, je le ferai mieux en ayant eu cette formation-là de médiateur. Donc voilà, moi c'était ça, c'était un peu mon retour d'expérience dans la matière et encore une fois, je suis assez enfin, je suis pas spécialisée. Pardonnez-moi, je fais une petite incise. Vous savez que se sont développées d'une manière considérable les injonctions de médiation. L'injonction de médiation, elle pose une réelle difficulté parce que d'une part, elle ne pose comme principe qu'une seule forme de marde. Ce n'est pas toujours adapté. Je me suis retrouvé récemment dans un dossier où on a une injonction de rencontrer le médiateur. Ni les clients, ni l'avocat que je suis n'avons compris l'intérêt au regard du dossier. Donc, voilà, je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion beaucoup plus globale, incontestablement avec les magistrats, mais certainement aussi avec nos médiateurs sur la manière dont il convient aujourd'hui de travailler les possibilités les uns et les autres d'utiliser ces instruments.
Pardon, Dominique, juste si je peux intervenir 3 secondes, parce que sur l'injonction de médiation, j'en fais effectivement beaucoup. Moi, je me rends quand même compte qu'en réalité, les confrères ne se parlent pas avant. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est le contentieux direct, et une fois que le contentieux est lancé, ils ne prennent même pas attache avec leurs confrères en direct pour essayer de tenter de trouver une solution amiable. Et dans le cas des injonctions de médiation, parfois, je suis quand même assez surprise de voir que, ah bah oui, ah bon, les travaux sont faits. Enfin, moi, je fais beaucoup de droit immobilier. Donc, ça veut dire qu'aussi, il y a cette culture de l'échange qui doit impérativement être mise en œuvre, parce qu'une fois encore, on est dans un prisme de contentieux et on n'est pas suffisamment dans un prisme d'ouverture, de tenter de trouver une solution amiable. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voulais... Merci. Une fois encore, peut-être la raison pour laquelle les confrères ne comprennent pas pourquoi ils sont en injonction. Pardon, hein, j'ai été trop long. Mais... Non, merci. Nous allons passer la parole au troisième binôme qui nous fait l'honneur d'être là. Donc, Pierre Hoffman et Vanessa Boussardeau. Merci pour votre invitation. Merci à vous. On est ravis d'être parmi vous ce soir. Écoutez, beaucoup de choses ont déjà été dites par les précédents binômes, des choses très intéressantes, et on s'inscrit évidemment dans ce qui vient d'être dit. On a tous cette conscience qui est forte, hein, c'est qu'on est un vrai tournant, en tout cas il est annoncé comme tel. On a fait référence tout à l'heure à l'annonce gouvernementale, notamment du garde des Sceaux en janvier dernier, qui parle quand même, et ce n'est pas rien, d'une révolution culturelle, l'objectif étant d'atteindre en 2027 une division par deux, une réduction plutôt par deux des délais d'audiencement en procédure civile. Donc on est vraiment à une époque quasiment d'un changement de paradigme, en tout cas c'est annoncé comme tel, et il est évident que nous, avocats, nous devons absolument, plus que jamais, et vous avez déjà, c'est déjà votre cas par votre association depuis de nombreuses années, mais il est important que ce marché, parce qu'il faut aussi appeler les choses telles qu'elles sont, c'est aussi un enjeu majeur pour la profession au regard du marché à conquérir que les MARD représentent. Les pouvoirs publics ont cette conscience. Je crois que notre barreau de Paris est aussi très présent sur le sujet. Je crois que vous le savez également en mars dernier, donc il y a à peine 2 mois, le Conseil de l'Ordre a présenté précisément un rapport sur ces questions-là, notamment un rapport dont le titre est sur l'importance des MARD au sein de l'Ordre des avocats du barreau de Paris. Donc c'est important de constater que eh bien, le barreau lui-même est sur le sujet de manière importante, l'école également, l'école, l'EFB, puisque un certain nombre de discussions se sont ouvertes depuis les annonces gouvernementales du garde des Sceaux, et des discussions sont également en cours avec le barreau, avec l'EFB, pardon. Donc il faut évidemment plus que jamais s'inscrire dans ce mouvement-là pour promouvoir une véritable politique de l'amiable. Et à ce propos, d'ailleurs, ce n'est pas anecdotique, mais je crois qu'on veut le souligner, nous avons, dans le cadre de cette campagne qui nous rassemble tous ce soir, nous organisons un certain nombre de webinaires, et parmi ces webinaires qui ont commencé il y a déjà 1 mois et qui vont se terminer au moment de l'élection, eh bien 2 webinaires sont consacrés au MARD. Un webinaire a été organisé en présence de nos confrères Jean-Pierre Grandjean et Émilie Vasseur sur les MARD au regard du contentieux des affaires. Et puis, on a un autre webinaire sur la question. Donc, le premier, d'ailleurs, est peut-être visionné en replay. J'en profite pour le préciser. Et puis, vous avez un autre webinaire qui sera organisé dans quelques jours également, cette fois sur les MARD au regard du droit de la famille, notamment par notre consoeur Carole Pascarel. Donc oui, bien évidemment, cette politique et cette promotion de l'amiable, elle est au cœur de nos questionnements, au cœur de la politique du barreau de Paris, et c'est d'ailleurs le cas puisque je viens de le dire, et nous nous inscrivons véritablement dans cette lignée-là, parce que c'est un marché essentiel que nous avons déjà, grâce à vous, grâce à votre association, planté un certain nombre de jalons. Il faut encore aller plus loin grâce à votre aide. Oui, pour compléter ce qu'a dit Vanessa, je commencerai par un webinaire qui est passé « L'amiable, c'est rentable ». Je crois que les consoeurs et les confrères, nous sommes très bons dans ce que nous savons faire. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on a tendance à dire non et adresser une inimaginant.
Et on a pu tenir pendant un certain temps. Et c'est vrai qu'il faut dire que ce n'était pas d'une simplicité biblique, parce que entre la médiation, le processus collaboratif, la procédure participative de mise en état, on a tendance à dire, écoute, bah non, je refuse par définition. Aujourd'hui, et notamment, je mets le doigt sur le processus collaboratif, en fait, on a la chance, on se rend compte qu'on va devenir un acteur. Plutôt que de subir poliment le médiateur et donc perdre du business, on vient de se rendre compte qu'on va pouvoir non seulement garder le dossier, le traiter différemment, mais finalement que le client soit content in fine. Donc moi, je trouve que le changement de paradigme, je crois que dans l'état d'esprit, nous l'avons, mais je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Valérie Rosano, il faut continuer les formations initiales et les formations continues. C'est la raison pour laquelle nous avons fait ces 2 webinaires. J'insiste peut-être sur le processus collaboratif parce que je trouve que c'est merveilleux, parce que finalement, les avocats se partagent un peu le jugement à 50-50 et donc ils ont une obligation de se retrouver et de s'asseoir autour de la même table. Et je le dis d'autant plus, je pratique la propriété intellectuelle. J'ai eu un dossier comme ça, je vous raconte, évidemment, par définition, j'étais comme tous les avocats, réunion obligatoire, on allume les écrans avec les clients, les consoeurs, les confrères, vous êtes sur le moment, vous dites qu'est-ce que je fais là? Et il s'est passé une magie, c'est qu'après, quand la médiatrice a dit, bon, bah, maintenant je vais terminer la réunion d'information, j'ai dit à la médiatrice, excusez-moi, est-ce que vous, puisque vous allez partir, ça ne vous dérange pas de laisser les écrans allumés? On va demander aux clients de partir, et les avocats, on s'est retrouvés là en face de l'autre. Et finalement, c'est la culture à l'ancienne, c'est de décrocher son téléphone et de se parler. Et comme la médiatrice était partie, j'ai dit, bah, puisqu'on est là, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? Donc, c'est aussi cette culture-là qu'on doit reprendre, c'est tout simplement recréer de l'humain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons passer au dernier binôme, puisque nous avons la présence à la fois d'Aliénor Camara Cayaroc et de Florent Loiseau de Grand Maison. Donc, vous avez la parole. Ah, on n'entend pas. Je crois que c'était Aliénor qui voulait commencer. Sinon, je peux commencer, il n'y a pas de problème. Vous nous entendez? Oui, on vous entend, mais on n'entend pas Aliénor. Ah, on a perdu Aliénor. Qui était pourtant là en début de session. Oui, absolument. Bon, écoutez, je vais peut-être commencer pour lui permettre de venir. Avant toute chose, je pense qu'il faut savoir d'où on part pour savoir où on va. Je trouve que c'est pas suffisamment rappelé, mais le fait de s'intéresser au mode amiable de règlement, c'est avant tout une obligation déontologique qui est visée à l'article 6.1 du RIN. Et ça, c'est quelque chose qui, dans l'esprit des confrères, à mon avis, est un petit peu oublié. C'est qu'on a l'obligation déontologique de rechercher des modes amiables de règlement. Et finalement, aujourd'hui, on vit dans une culture un peu post-95 où on a toujours le sentiment qu'à part les gens qui sont formés à la médiation ou au processus collaboratif, pour l'essentiel des avocats, ça reste finalement un domaine un peu vierge et un peu incompris. Je voudrais rappeler aussi, parce que c'est quelque chose qui m'a tenu pas mal à cœur, le décret qui est intervenu le 25 février 2022 et qui permet, dès lors que l'on bénéficie d'un protocole transactionnel, d'un accord de médiation ou de procédure participative, de le faire homologuer auprès d'un greffe sans passer par une juridiction. C'est extrêmement important cette innovation parce que dès lors qu'on souscrit par acte d'avocat ce type d'acte, donc encore une fois une transaction, un accord de médiation ou un accord de procédure participative, on voit que immédiatement on peut le rendre exécutoire. Et donc immédiatement on rentre dans l'efficacité de l'acte. Et à partir du moment où on commence à déterminer l'efficacité des actes, on peut vendre des solutions à nos clients. Parce que je crains que pendant trop longtemps, on ait considéré que la médiation, c'était un processus qui intellectuellement était très rétributif, mais qui au plan de l'efficacité mettait toujours en asymétrie le demandeur et le défendeur, le créancier et le débiteur, et finalement, ça profitait à celui qui voulait retarder l'exécution de ses obligations, quelles qu'elles soient. Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'a retrouvé. Ce que je vais faire, pardon, je suis désolée, je vais prendre la parole parce qu'en fait, vu l'heure qu'il est, là, pour nous, il est 7h30.
Il y a de plus en plus de gens qui se connectent. J'ai déjà eu 2 coupures d'électricité, donc je suis pas du tout sûre de pouvoir, voilà. Ah, Mais bon. alors je te cède la parole, Aliénor. Je la reprendrai peut-être après si s'il y a des Pardon. choses. Donc, Aliénor est au Liban, pardon. C'est ouais, pour ça qu'elle est, c'est compliqué. elle est pas dans une zone blanche. Alors, donc je disais merci, pardon, vous m'entendiez pas. Donc merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence sur les modes amiables de règlement des différends. Donc j'ai entendu beaucoup de choses effectivement très intéressantes, mais nous n'avons pas attendu les annonces de Monsieur Dupond-Moretti pour se dire qu'il fallait former à la négociation et mettre le paquet sur les modes amiables à l'EFB, puisque donc dès 2018, le programme, enfin depuis 2018, le programme comprend 5 heures de formation à la négociation, puisque le fait est clairement que là où nous sommes en retard en France sur les modes amiables, parce qu'on remonte à 1981 aux États-Unis avec le Getting to Yes. Lorsque j'ai suivi mon LLM d'arbitrage à Queen Mary en 2014, j'avais un module complet de négociation, ce qui a révolutionné ma vie, car je suis d'accord, je crois que c'est Benjamin qui le disait, il n'y a pas que dans le judiciaire, pardon, il n'y a pas que dans les modes amiables que la négociation sert, mais également dans le judiciaire et en fait dans la vie quotidienne. Donc nous ne sommes pas formés à la négociation en France. Donc ça, je vous le dis, depuis 2018, 5 heures de formation à la négociation, donc souple, dure, bien sûr raisonnée, mais également de crise, enfin bref, tous les types de négociations, parce que nous ne maîtrisons pas ces outils. Les médiations ou conciliations auxquelles j'ai pu assister, je me suis rendu compte que les avocats faisaient souvent capoter le processus, faute d'avoir été formés à la négociation et faute de comprendre l'intérêt, en réalité, d'aller chercher les intérêts plutôt que les positions et de trouver des solutions novatrices. Donc, cette année, j'ai fait partie d'un groupe de travail au ministère de l'enseignement supérieur et j'ai donc revu toutes les fiches RNCP des masters 1 et 2 en droit et licence master 1 et 2 en droit et d'un certain nombre d'entre eux, en particulier déclinés donc selon des matières. Et je me suis beaucoup battue avec les membres en fait de la commission en tant qu'expert extérieur pour insérer la négociation dès l'université. Alors, ils ne comprenaient pas pourquoi, ils ne voyaient pas du tout l'intérêt. Je leur ai dit que pour toutes les professions, tout à l'heure, Benjamin, tu parlais du projet dont nous avons déjà quand même les projets d'articles, 807 1 et 2 et 750-2. Et il n'y a pas que la césure qui renvoie à la médiation, mais il y a aussi la césure qui renvoie à l'audience de règlement amiable. Et donc, le juge sera chargé, bon, comme il est déjà au JCP, mais le juge sera chargé potentiellement de procéder au règlement amiable au même titre donc que tout médiateur, conciliateur ou avocat qu'on choisirait dans un processus processus collaboratif. Donc, la négociation doit être enseignée de la même manière dans les fiches RNCP. Je me suis aussi beaucoup battue pour qu'on n'ait pas que savoir définir tel type de mode amiable, mais savoir expliquer à son client l'intérêt de tel ou tel type de règlement amiable. En réalité, vous l'avez tous dit, c'est un changement complètement d'état d'esprit, mais c'est un changement d'état d'esprit qui devrait être assez facile en fait à réaliser parce que ça existe quasiment partout ailleurs et depuis des années. Le processus collaboratif, c'est un processus fondamentalement intelligent, brillant, qui permet aux avocats de trouver une solution avec leurs clients, d'être eux-mêmes partis au processus et surtout d'être ceux qui ne suivront pas leurs clients au cas où le processus n'aboutirait pas et partirait au contentieux. Ça existe en médiation et en conciliation dans les autres pays. Donc, ça devrait également être transposé. En réalité, on doit aller chercher ce qui se passe dans le monde anglo-saxon et pas l'imposer, mais l'importer dans notre propre système juridique.
Donc oui, bien sûr, les processus de règlement amiable les modes amiables sont fondamentaux, mais ils nécessitent une formation dès l'université. C'est pas à l'école du barreau en 5 heures, parce que de toute façon, le programme, il y a 320 heures de cours qui doivent être déclinés sur tous, c'est pas en 5 heures. Nous, ce qu'on a fait, c'est introduire ça pour que les élèves avocats aient l'idée, et ensuite, on n'a pas que des cours sur la médiation, il y a aussi des cours sur le processus collaboratif et sur les médiations, je vous le disais, et sur les conventions de procédure participative. Et il y a ça dans le tronc commun, et il y a également ensuite à l'intérieur de chacun des parcours, en fonction du type de matière, eh bien, le mode amiable le plus adapté, même si, pour avoir beaucoup discuté avec Juliette notamment du processus collaboratif, je pense que c'est vraiment un mode qui devrait être étendu, pas qu'au droit de la famille, ni au droit social, mais en droit des affaires, parce que c'est l'un des, je vous le dis, enfin je le disais parce que c'est calqué sur ce qui se passe aux États-Unis et en Angleterre. Le but étant de maintenir des relations économiques entre les acteurs, et donc quels que soient les différends qu'on peut rencontrer à un moment T ou à un moment M, pardon, un temps T, moment M, eh bien on laisse ce conflit de côté, on le règle, et sans aller au contentieux, eh bien on ne rentre pas dans un schéma de guerre. Au contraire, on rentre dans un schéma de négociation et d'amélioration des relations. Dès 2015, j'avais rédigé un article dans les affiches parisiennes sur les avocats et la négociation raisonnée, en expliquant pourquoi, en fait, parce qu'on est formé à faire la guerre à l'université, on n'arrive pas ces modes alternatifs de règlement des différends. Alors, l'arbitrage, ça fonctionne, mais les autres modes alternatifs de règlement des différends ont du mal à pénétrer notre culture juridique, pour ce défaut de formation, mais qui doit vraiment remonter en amont. Donc normalement, je l'espère, les discussions ont porté leurs fruits au ministère de l'Enseignement supérieur, et normalement, la négociation et l'explication aux clients des modes amiables devraient déjà avoir été importées à l'université, ce qui permettra ensuite d'approfondir et de développer, en fonction des qualités que nous avons d'avocats, d'approfondir ce qui aura été enseigné antérieurement à l'université. Voilà. Je crois qu'il y a un M2 Alors, il y a des M2, Mathilde. Il y a un M2 de négociation, il y a un M2 de mode de MARD, donc MARD, mais mode alternatif de règlement des différends, pas mode amiable. Donc, il y en a un à Paris 2 et il y en a un à Saclay. Mais les modes alternatifs, il y a un gros paquet, je pense bien évidemment, sur l'arbitrage, et ce sont 2 M2. C'est tous les étudiants en droit qui devraient être concernés. La négociation, maîtriser les outils de négociation, c'est fondamental. Mais qu'on soit notaire, qu'on soit magistrat, de plus maintenant encore avec cette audience de règlement amiable, mais qu'on soit commissaire, enfin, quel que soit le domaine juridique dans lequel on va exercer, eh bien, la maîtrise de ces outils est fondamentale. Voilà. Pardon, mais moi je pense que ce sont les avocats qui doivent monopoliser les modes amiables, et pas les commissaires de justice ni les notaires, parce que le marché doit être pour nous. Contrairement à eux, on a une déontologie, on a un secret professionnel, et en plus on a la maîtrise du contentieux, ce qui permet aussi d'avoir une vision du dossier qui est totalement différente. Donc moi, l'élargir aux autres professions du droit, sur le principe, a priori, non. Valérie, c'est pour ça que le FB, ce n'est pas 5 heures de formation, c'est une vraie formation validante. Valérie, je n'ai pas parlé des modes amiables, j'ai parlé de la négociation. Les outils de négociation qui doivent être… Et c'est pour ça que l'intérêt de le mettre à l'université, c'est que ça sert quelle que soit la profession. Mais il n'y a pas que Ensuite, pardon ? Oui, je t'écoute. Voilà, les outils de négociation. Ensuite, ce que je dis, les modes amiables, c'est ce que je dis. Alors, c'est déjà aujourd'hui dans les fiches RNCP, savoir choisir le meilleur mode amiable. C'est déjà dans les fiches. Donc, savoir expliquer à son client… C'est peut-être dans les fiches depuis longtemps, mais ça ne marche pas manifestement. D'accord, mais on parle bien du fait justement qu'il faut améliorer les choses. Donc, bien sûr. Et après, sur les modes amiables, sur le fait de savoir si le monopole c'est aux avocats ou pas aux avocats, il est hors de question évidemment que les notaires c'était pas du tout l'objet de mon propos. Mais dans leur exercice, maîtriser les outils de négociation, c'est important, quel que soit. Donc voilà. Déjà qui mettrait dedans.
Juste peut-être un petit point pour compléter très très rapidement ce que vient de dire Aliénor. Il y a un sujet qui est un sujet d'importance, c'est le prisme de l'honoraire à travers le mode amiable. Parce qu'on se rend compte que l'une des résistances au changement passe beaucoup par ça, et de façon réelle ou supposée, la projection qu'ont les confrères sur le fait de dire, si je passe en amiable, je n'arriverai pas à percevoir autant d'honoraires que j'aurais pu le faire en contentieux. Et je pense que là-dessus, il y a deux leviers. On a très certainement un levier à mettre en œuvre auprès des pouvoirs publics pour solliciter une réduction du taux de TVA, parce qu'on a une directive récente qui nous y autorise dans un certain nombre de domaines déterminés, à 5,5 dès lors qu'on sort d'un processus de médiation ou collaboratif ou transactionnel. Et ça, je pense que ça pourrait être une véritable incitation à la fois pour le justiciable et dans le cadre de le packaging pour l'avocat de cette solution-là, de dire mais il y a véritablement quelque chose à gagner par rapport à la solution purement contentieuse. Et puis d'autre part, très clairement, faire l'évangélisation de nos bons magistrats en disant on ne peut pas tout mettre sur le même plan en permanence. Et on ne peut pas considérer que tout se vaut. Quand on fait un effort très clair pour non seulement entrer en médiation, en conciliation, mais y rester, c'est-à-dire pas seulement rencontrer le conciliateur ou le médiateur, mais faire de véritables efforts, il faut qu'à la fin des fins, ça puisse se retrouver de façon très évidente dans le cadre de la liquidation à la fois des dépens et de l'article 700. Et ça, très clairement, il faut en parler avec les magistrats et faire évoluer leur conscience là-dessus. En parlant avec la chancellerie, on a eu la possibilité de verser, dans le cadre de la fixation de l'article 700, nos factures d'honoraires. Et ça, c'est possible depuis le même décret du 25 février 2022. Donc, il faudrait qu'on puisse également valoriser de façon très claire les avancées en médiation, en processus collaboratif. Si vous permettez une réaction sur le propos de Florent, bien sûr que nous aimerions tous cette baisse de la TVA. Et notre profession la demande déjà depuis pas mal de temps concernant les personnes physiques, concernant le processus des mardes. Je crois me souvenir qu'il y avait un ancien bâtonnier qui l'avait proposé. On voit qu'aujourd'hui, ce n'est toujours pas dans l'air du temps. Et personnellement, je n'y crois guère. Par contre, la question de l'honoraire, elle est tout à fait centrale dans ce processus-là. Et je pense que quand je vous disais tout à l'heure qu'il faut un changement d'état d'esprit, un changement culturel, et je suis d'accord avec toi, Florent, là-dessus, ça passe aussi par la question des honoraires, et qu'il faut que nous fassions comprendre autant à nos clients qu'à nos confrères que trouver par les mardes un processus rapide et efficace qui permet d'éviter les longs délais aujourd'hui de procédure judiciaire, eh bien là, il peut y avoir un avantage qui peut aussi se traduire par la question des honoraires. Et après tout, on sait faire dans le cadre d'une convention d'honoraires. Et Olivier, pour compléter ce que tu viens de dire, il y a une chose qu'on n'a pas abordée. Effectivement, le vrai sujet pour les avocats, c'est de ne pas se sentir dépossédés de leur dossier parce qu'ils vont s'orienter vers l'amiable. Donc, il y a des avocats qui seront formés et des avocats qui ne seront pas formés. Et donc, si on veut que les avocats qui ne sont pas formés orientent les dossiers vers des avocats qui sont formés, ça pose aussi la question de l'apport d'affaires. Donc ça, c'est le sujet plus général qui s'est invité dans notre campagne. Donc, vous connaissez donc la position que Carbon et moi avons développée. Nous, on est pour permettre l'apport d'affaires entre professionnels, mais précisément dans ce cas-là, si on veut que les avocats soient des prescripteurs au profit d'autres confrères, il faut aussi qu'ils puissent être rémunérés sur cette partie-là. Donc, une des solutions, c'est peut-être l'apport. Aussi formé, hein. Oui, non, bien sûr, mais
Bien, tout le monde peut se former. Tout le monde peut se former. Tu as absolument, Mais tout le monde ne se raison. formera pas. La seule chose, c'est qu'à nouveau, pour se former, la seule chose, c'est qu'à nouveau, pour se former, c'est pas normal qu'on soit obligé de passer par des instituts, comme plusieurs écoles le proposent, avec une formation qui coûte plus de 5 000 €. Voilà, je pense que l'ordre doit pouvoir effectivement proposer des formations qui soient validantes sans forcément obtenir un diplôme universitaire qui présente un intérêt, mais en tout cas former un maximum de confrères au mode amiable et de façon la plus étendue grâce au service de l'ordre et du CNB. Alors, effectivement, l'ordre n'est pas établissement de formation, hein, d'après la loi, il n'y a que l'EFB qui le soit. Mais ça faisait partie donc des projets que j'avais, mais je m'occupais pas de formation continue, mais j'en avais discuté avec le directeur. Je ne sais pas si d'ailleurs vous avez vu le programme de formation continue. Donc le programme de formation continue, il y a beaucoup de que j'ai vu passer, hein, il y a beaucoup de conférences sur les modes amiables, notamment les modes amiables et l'honoraire, j'ai vu récemment. Avec Marion Boulefroy, une conférence qui a été doublée puisqu'il y a eu beaucoup de personnes qui y ont assisté. Mais il faut construire, tu as 1000 fois raison Valérie, il faut construire un parcours de formation complet qui dépasse les 15-17 heures qu'on donne en formation continue, mais qui sont déjà un énorme progrès par rapport à ce qui existait avant, mais qui normalement permettent aux avocats, aux élèves avocats, futurs avocats de comprendre ce que sont ces outils et de pouvoir développer ensuite. Mais tout à fait, l'EFB devrait, enfin les écoles d'avocats en général, pas que l'EFB, mais devraient, ce qui d'ailleurs est peut-être le cas dans certaines, offrir des cycles de formation en partenariat, pourquoi pas en partenariat avec les différentes associations qui offrent déjà des cycles de formation. Oui, bien sûr. Alors, peut-être, il y a un certain nombre de tours de parole qui ont été pris, et c'est vrai qu'on attendait un peu consciencieusement les questions, mais du coup, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, et de manière d'ailleurs très intéressante, mais ça soulève ces questions en fait assez générales de promotion des modes amiables. Ça soulève l'une des questions très importantes que vous aviez d'ailleurs listées, hein, c'est celle de la question de la spécialisation. Et alors, c'est vrai que c'est une question qui a souvent été un peu discutée dans un sens comme dans l'autre, considérant que, notamment dans les débats au CNB, il était difficile d'envisager une spécialisation dans la mesure où les MARD ont vocation à s'appliquer en réalité à l'essentiel des matières et donc des confrères. Avec Pierre, nous pensons, en ce qui nous concerne, que précisément dans l'objectif de promouvoir les MARD, eh bien, il est important d'envisager cette question de la spécialisation, puisque, on le disait tout à l'heure, les MARD ont vocation à se développer beaucoup plus, et en réalité, il s'agit d'un instrument, d'un outil supplémentaire qui sera, et qui est d'ores et déjà, mais qui sera encore plus à la disposition des avocats, et donc des justiciables. Et le justiciable, s'il y a une spécialisation, eh bien, sera aussi à un moment en mesure de se tourner vers l'avocat ou l'avocate qui a une compétence particulière, une acuité particulière sur ces sujets. Donc, nous pensons que, bien évidemment, les MARD ont vocation à s'appliquer le plus largement possible aux différentes matières, mais que cette spécialisation, elle fait sens parce qu'elle va dans le sens d'une promotion de cette compétence, parce que c'est une véritable compétence et donc une valeur ajoutée de notre profession d'avocat. Donc, nous allons dans ce sens-là et je crois que ça va dans le sens de la promotion des MARD. Et puis, il y avait une autre question, c'était sur le processus collaboratif qui était de savoir s'il fallait une sanction spécifique déontologique par rapport au retrait. Dans l'hypothèse effectivement, dans l'hypothèse où ça échouerait, j'aurais tendance à vous dire non par définition parce que ça sera dans le cahier des charges à partir du moment où on était dans un processus collaboratif et que ça a échoué. Est-ce qu'il y a besoin de rajouter une sanction spécifique? Pour moi, il y a un conflit d'intérêt évident pour les deux parties et qu'aucune des deux parties pourrait y retourner. On pourrait le refaire si vous le souhaitez pour le rajouter, mais je pense que c'est assez simple. Et donc, il n'y a pas besoin d'alourdir les choses en ce sens. C'est-à-dire qu'on considère en résumé que ce qui existe aujourd'hui en termes de sanctions et en termes d'avis déontologiques permet d'appréhender
l'éventuelle problématique effectivement d'un refus de retrait parce que précisément les conflits d'intérêts, l'ordre rend des avis, la commission conflits d'intérêts, c'est l'une des commissions qui est particulièrement active à l'ordre et elle a évidemment, de notre point de vue, vocation à s'appliquer aussi dans l'hypothèse malheureuse où eh bien, il y aurait un refus de se retirer dans cette situation-là. Et d'ailleurs, j'ai une question, parce que j'en ai jamais vu des conventions de processus collaboratif. Je présume qu'il doit y avoir une clause disant qu'en cas d'échec, on doit se retirer. Donc, je ne vois pas pourquoi ça serait un peu superfétatoire de rajouter une sanction spécifique. Par définition, si on a signé une convention, on doit se retirer. On ne peut pas y retourner, donc on se met en faute directement. Si jamais c'était dans la loi, donc effectivement, il faudrait peut-être le prévoir, c'est déjà prévu conventionnellement. Non, mais moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Vanessa, puisqu'il existe déjà une mention de spécialisation, en fait, médiation. Donc, il faudrait la compléter. Elle existe depuis 2017, elle n'était pas active et elle sera activée, si elle n'a pas déjà été activée à l'Assemblée générale du CNB, en tout cas, ils ont prévu de l'activer avant la fin du semestre. Donc, elle est déjà adoptée. Alors, pas procédure collaborative ni participatif. De ce que je dis, il faudrait la compléter, mais elle existe déjà en médiation. Peu importe que ça s'applique à tous. Ça, c'est vrai pour la mention de spécialisation, la réponse pour la mention de spécialisation en procédure, mais en médiation, non, elle a déjà même été acceptée, elle a même déjà été adoptée. Il y a des à la compléter. Je crois que c'est sur la spécialisation, pardon, ceux qui veulent la passer, ils la passent. Mais je crois que l'objectif, c'est vraiment de développer les MARD le plus largement possible. Et il ne faut pas que la mention de la spécialisation devienne un frein. Moi, par exemple, je fais que du droit immobilier. Ça fait un certain nombre d'années. Je n'ai jamais passé la spécialisation en droit immobilier. Je pense que je suis un petit peu connue dans mon milieu. Donc, je ne suis pas sûre que la mention de spécialisation soit un plus. La seule chose, une fois encore, c'est que ceux qui veulent la passer, la passent. Si elle existe, tant mieux. L'objectif, à nouveau, c'est que les confrères soient majoritairement formés au MARD et qu'ils utilisent ces outils à la fois pour développer des marchés et pour permettre justement de mettre en valeur l'atout de l'avocat dans l'exercice des MARD. Voilà, donc la spécialisation, c'est un bonus si on veut, mais je pense que ce n'est pas un objectif absolu. Moi, je rejoins Valérie là-dessus parce que j'ai peur que cette mention de spécialisation soit même un frein pour développer, tous les confrères développent ces modes alternatifs. J'étais à la réunion avec la présidente et le barreau en droit de la famille. Il n'y a absolument pas de procédure, enfin, il y en a très peu à la marge et les juridictions sont encore étonnées. Là, je parle de Paris, du JAF de Paris, de procédures collaboratives. Donc, les confrères s'y sont pas mis. Si on veut vraiment que ce soit efficace et que ce soit une nouvelle justice et une meilleure justice, je pense qu'il faut ouvrir cette formation au plus grand nombre. Et la spécialisation, il ne faut pas que ça la restreigne. Il ne faut pas qu'on gère que, comme disait Benjamin, sur le volet apporteur d'affaires. Si je lâche mon dossier parce qu'on va aller dans un procédure amiable, comment je vais être rémunérée par un apport d'affaires? Plutôt ouvrons comme une obligation presque pour continuer cette formation continue de l'avocat. C'est un nouveau mode d'exercice. Il faut que ce soit dans la formation continue absolument essentielle. Et puis c'est des marchés, Mathilde, c'est des marchés. Oui, bien sûr. L'avantage d'une spécialisation, c'est qu'il faudrait, en fait, il faut l'ouvrir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est vraiment le processus de médiation qui est vraiment mis en avant. Or, les MARD, c'est une matière transversale. Et c'est ça qui serait intéressant, c'est-à-dire de transformer cette spécialisation en matière transversale avec peut-être une sous-spécialisation de droit collaboratif, parce qu'il faut aussi légitimer cette discipline. Mais enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas non plus une experte en la matière. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un socle commun, il y a des techniques communes à l'ensemble de ces disciplines. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de travailler sur un socle transversal qui permette aux avocats qui se forment ou qui ne se forment pas, mais en tout cas ceux qui se forment, d'agir en complémentarité. Et c'est ça qui participe à l'exercice de démocratisation des MARD et de permettre à ce que, en fait, les MARD pénètrent plus, en fait, les cabinets d'avocats et les pratiques des avocats. Moi, je pense que ça, c'est vraiment important qu'on puisse le dire et qu'on puisse le mettre en œuvre. Donc, peut-être qu'on n'est pas encore tout à fait prêt sur
sur la spécialisation transverse, mais en tout cas, je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre, si on veut vraiment développer cette pratique. Et je crois que la spécialisation n'est pas un frein. Je crois que la spécialisation, au contraire, c'est d'une certaine manière comme une forme de labellisation. Spécialiser ne veut pas dire fermer. Spécialiser vient au contraire valoriser une compétence. Donc moi, ce que je vois à travers, donc c'est pour ça que j'insiste sur mon positionnement, la spécialisation valorise, donc permet de mettre en avant l'importance d'un domaine et d'une compétence. Donc je pense au contraire qu'on est dans un processus qui va dans ce sens-là, et je précise évidemment que je parlais tout à l'heure notamment du droit collaboratif s'agissant de ces questions de spécialisation. Oui, et en plus, d'autant plus à l'heure où certains disent j'aimerais bien le faire, mais je ne veux pas payer les 5 000 € dont tu parlais, le fait qu'il y ait au moins une autoroute via le CNB qui puisse le permettre de comprendre un peu tout ça, c'est une porte ouverte, libre de le faire ou de ne pas le faire. Je n'ai pas la spécialisation en propriété intellectuelle et pourtant je fais ça toute la journée, mais je peux comprendre que certains confrères disent j'aimerais bien l'avoir, la spécialité, donc je vais le faire, donc il faut ouvrir cette porte. Non, mais je n'ai pas dit le contraire. L'ouvrir, c'est une chose. Après, une fois encore, l'essentiel, ce n'est pas la spécialisation. L'essentiel, c'est de former un maximum de confrères. Oui, vous avez la grande gentillesse de nous écouter. Vous avez compris que vous avez des candidats qui sont très imprégnés, en tout cas, de cette question politique qu'il faut, en effet, développer cette question des marques. Mais ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Si nous pouvons influencer pour que cela devienne une spécialisation, tant mieux. Mais nous allons avoir un délai très court. Ceux d'entre nous qui, au 1er janvier 2024, seront les bâtonniers et vice-bâtonniers, ils auront 2 ans. Pour que cette spécialisation passe, c'est un changement dans les textes. J'ai siégé au Conseil national des barreaux et c'est long pour changer le texte. Ça doit partir, une fois que c'est décidé au Conseil national des barreaux, pas toujours simple. Ensuite, ça doit partir sur l'ensemble des barreaux. Et ensuite, on a la modification législative. Donc, on ne peut pas attendre. On peut pas attendre. Aujourd'hui, la question de la formation sur les mardes, de ce changement de paradigme et de culture, c'est un problème d'accès à la justice par le moyen des mardes. Et aujourd'hui, il faut qu'on accélère là-dessus sans attendre plus longuement que cette spécialisation, tant mieux si elle passe, mais en tout cas qui va nécessiter du temps. Alors, allons-y sur la question de la formation. Il faut en effet qu'aujourd'hui, que notre profession poursuive sur ce chemin-là. Je rappelle quand même qu'il y a très longtemps, vous avez les uns et les autres engagé cette démarche sur la question des mardes. Le législateur aujourd'hui nous suit, donc il est grand temps de prendre notre destin en main là-dessus, alors qu'il y a une ouverture certaine au niveau législatif. Tu prêches une convaincue parce que je suis la seule à avoir fait le diplôme de médiateur. Et j'envisage de faire du droit collaboratif parce que c'est vraiment très, très intéressant. C'est un autre paradigme. Après, il y a des matières où aussi il faut avoir conscience, par exemple, encore, moi je fais beaucoup de droit immobilier. Quand vous avez des parties qui se découvrent au fur et à mesure, il y a un vrai souci par rapport au droit collaboratif puisque l'idée c'est de faire un contrat ab initio. Et moi, j'ai souvent des mises en cause ultérieures. Donc, ça pose peut-être le sujet, mais effectivement, il faut quand même envisager. Il y a plein de dossiers, par exemple en copropriété, pardon, je parle de ça, mais sur des troubles anormaux du voisinage. Voilà, typiquement, c'est le genre de dossier où on doit effectivement pouvoir trouver des solutions dans le cadre du processus collaboratif. Et je pense que je vais vraiment m'y mettre parce qu'il y a plein de dossiers dans lesquels, effectivement, il faut aussi changer, comme je le disais au début, la posture de l'avocat, puisque là, on est là pour travailler ensemble
et pas l'un contre l'autre. C'est pas de la négo, c'est vraiment travailler ensemble dans l'intérêt des deux clients. Et ça, c'est un changement de mentalité qui est énorme et qui doit vraiment être appris parce que, une fois encore, on est formé au contentieux, on est formé à l'opposition, on est formé à la défense. On peut défendre et conseiller, c'est exactement en même temps. Donc, effectivement, tous ces processus, quels qu'ils soient, de MARD, c'est un atout à la fois pour la profession qui doit, comme je l'ai dit tout à l'heure, investir tous ces domaines. Et pour nos clients, moi je dis souvent, un client qui est content, c'est un client qui revient. Donc aussi, en termes d'honoraires, c'est quelque chose qu'il ne faut pas envisager. Ben oui, mais quand vous partez pour je ne sais pas, dans mon domaine, c'est entre 5 et 10 ans de procédure quand on finit l'appel. Donc, effectivement, leur proposer une solution alternative à leur litige qui est souvent quand même lié à l'humain, dans beaucoup de dossiers, c'est ça. Donc, rétablir le dialogue, rétablir la confiance, c'est quelque chose que les avocats savent faire. Donc, il faut impérativement qu'on puisse effectivement investir tous ces domaines et les développer. Voilà. J'ai terminé. Merci à tous, en tout cas, d'avoir débattu aujourd'hui. Vous avez tous répondu à nos questions qu'on vous avait préparées. Vous avez déjà tout répondu presque à tout, enfin même à toutes ces questions fondamentales. Moi, je suis ravie déjà de savoir que effectivement les uns les autres, donc quel que soit celui qui va être élu, aura été plus que, en tout cas, familiarisé avec le processus collaboratif. Maintenant, j'ai un petit peu envie de vous demander quand même concrètement, alors j'ai entendu 2-3 choses ça et là, mais concrètement, donc j'entends qu'il faut qu'on s'y mette, que tous les avocats s'y mettent, que c'est quoi concrètement votre première mesure ou une de vos premières mesures qui pourrait avoir lieu? En tout cas, alors les MARD de la médiation ont fait beaucoup de choses, le CNB fait beaucoup de choses pour la médiation, mais pour le processus collaboratif, puisque je sais que les uns les autres que j'ai rencontrés sont persuadés que c'est le domaine de l'avocat pour les avocats, par les avocats. Donc, qu'est-ce que vous feriez? Ce serait quoi votre première mesure? Puisque Olivier a rappelé, vous avez peu de temps, vous aurez peu de temps. Ce sera quoi votre première mesure? Déjà, vous rendre plus lisible, parce que comme je le disais tout à l'heure, à part une page sur le site de l'ordre, il n'y a pas grand-chose. Une fois encore, il n'y a pas de renvoi, par exemple, à votre association qui fait des formations. Donc, ça peut aussi être une manière de permettre aux confrères de se familiariser au droit collaboratif. Et après, à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de proposer des formations différentes, enfin en tout cas en faisant appel à des sachants comme vous pour effectivement développer un maximum ce mode de règlement qui est un peu à part, parce qu'il n'est pas dans la loi, donc c'est peut-être aussi après un sujet qu'il faudrait envisager, mais comme l'a dit Olivier, on n'a que 2 ans. Et puis ça pose plusieurs questions. Mais pourquoi pas, mais je crois que c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir avec vous, puisque c'est vous les sachants. Mais de cette intégration dans la loi, ce n'est pas du tout impossible. Voilà, donc moi, c'est déjà vous rendre plus lisible, si c'est la toute première mesure, de manière à ce que les formations que vous dispensez, en attendant que de façon plus large, peut-être l'ordre, enfin pas l'ordre, mais le FB et le CNB promeuvent les modes amiables et notamment le vôtre. Voilà, c'est vous rendre plus lisible de manière à permettre aux confrères de savoir ce que c'est et éventuellement d'adhérer chez vous, c'est pas forcément l'objectif, mais en tout cas de connaître ce mode amiable qui est assez méconnu au final, parce qu'on parle beaucoup de procédures participatives. C'est un échec absolu, parce que je connais personne qui en a fait. Personnellement, moi, j'en fais pas. Je crois qu'il y en a eu 4. T'en as eu 4, bah écoute, bravo. Bravo. Est-ce qu'on peut commencer par répondre à votre question en disant, avant même d'être élu, on peut commencer à faire des choses dans le cadre de cette campagne? Nous, c'est notre parti pris avec Aliénor, c'est que si on attend à chaque fois d'être élu pour faire les choses, on ne va pas s'en sortir et on ne va pas arriver à convaincre les confrères. Nous, on a pris un parti extrêmement simple, c'est que sur notre site, on a mis des actes en ligne qui sont directement téléchargeables par les confrères. Alors Pierre, tu disais, tu n'as jamais vu de procédure participative. Va sur notre site, vous êtes utile 2024, et tu trouveras
Vote pour nous, téléchargeable immédiatement, des projets d'actes qui sont totalement anonymisés et donc qui prévoient toutes les clauses types pour ça. Puis la deuxième chose, on en a tous parlé, mais je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est faire des formations, mais après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas épuisé le sujet. C'est qu'il faut à la fois faire des formations qui soient des formations gratuites à distance et qualifiantes au titre de la FCO. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, encore une fois, je pense que le point d'entrée du raisonnement, c'est de dire, attendez, aujourd'hui, il faut arrêter de considérer ça comme ça a été considéré jusqu'avant 2019. Aujourd'hui, c'est une obligation déontologique qui est visée au aérien. Donc, comme c'est une obligation déontologique qui est visée aux aériennes, si on ne la respecte pas, eh ben, on est susceptible de poursuite. Donc aujourd'hui, ne pas se former dans ces matières, c'est être défaillant. Et donc aujourd'hui, considérer que l'ordre n'a pas à fournir ou à permettre que des formations se tiennent au bénéfice des confrères sur ces sujets-là, ben, c'est notre défaillance collective. Donc très clairement, il faut aujourd'hui qu'on arrive à se convaincre que d'une part, il faut des formations, mais il faut des formations en distanciel et pas en présentiel, parce que la formation en présentiel, on se rend compte à quel point c'est un frein à l'acquisition de connaissances. Et troisième élément, il faut que ce soit gratuit, parce qu'il y a trop de gens qui souffrent du coût d'accès pour arriver à se former. Et dernier élément, il faut évidemment que ce soit éligible à la FCO, parce qu'à partir du moment où c'est éligible à la FCO, on sait que ça dirige les confrères vers un intérêt. Et c'est bien d'instituer la vertu comme point cardinal de direction de chacun des confrères, mais on sait que quand il y a un intérêt personnel qui vient s'ajouter à la vertu, bon, on maximise notre résultat. Donc moi, je pense que très clairement, si on veut arriver à un moment donné à avoir des résultats, et encore une fois, rapides en cette matière, parce que le temps est court, bah, il y a comme ça qu'on y arrivera. Une idée, ce que je vais paraphraser, mais vous ferez des formations, parce que ce que je disais en guise d'introduction, quand j'ai dit médiation, arbitrage, processus collaboratif, procédure participative, souvent les consoeurs et les confrères, ils ne savent pas et ils mélangent tout. Donc le processus collaboratif, dire mais non, tu restes une partie au procès et c'est toi, et donc tu lâches pas le dossier, ça c'est fondamental. Bah, vous ferez des formations en janvier 2000, quel que soit le candidat, vous ferez des formations en janvier 2024 là-dessus. Et puis une mesure, j'embraye, mais une mesure aussi qui pourrait être importante et à mettre en place assez rapidement, c'est aussi des rencontres, une rencontre en l'occurrence avec les magistrats, tout simplement parce que la question des mardes au sens large nécessite aussi que les acteurs judiciaires se parlent et appréhendent ce sujet qui en été très transversal et qui nécessite en réalité d'aller, que ce soit les magistrats, que ce soit les avocats, véritablement qu'on puisse échanger aussi sur ces sujets. Donc, je pense si ce n'est que le droit collaboratif, c'est avant la saisine du juge. Hein, donc. D'accord, mais je parle là en l'occurrence des mardes, et c'est pour ça que j'ai précisé des mardes au sens large, et donc pas du processus au sens large. Donc, je poursuis donc une rencontre avec les magistrats pour que justement les acteurs puissent échanger sur ces sujets importants. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit très présent sur l'évolution annoncée par notre garde des Sceaux. Et je pense que l'Ordre de Paris a une carte vraiment à jouer justement sur le prochain mandat pour suivre ces mesures qui sont annoncées, les décrets d'application qu'on va attendre. Et je pense à la césure, je pense à toutes les nouvelles, les nouveaux axes qui sont pris par le gouvernement. Il faut absolument que les avocats y participent en faisant du lobbying, en étant présents avec les associations qui s'y connaissent, mais il faut que l'ordre soit extrêmement présent et vigilant aux côtés du gouvernement qui va mettre tout ça en place pour pas justement que ça nous échappe. Pour moi, c'est la priorité, c'est d'être présent et dès maintenant d'ailleurs. Et je pense que Julie fait ce lobbying, mais je pense qu'il faut continuer à le faire et de façon très lisible et très claire et que ça se sache dans le public aussi. Surtout que ça risque d'être voté avant le 1er janvier 2024, donc ça sera pour le bâtonnier qui est en exercice aujourd'hui. Exactement. C'est pour le décret. Pour compléter, l'enjeu pour l'ordre, c'est de surfer sur la campagne médiatique qui va en fait être mise en place, être déployée au moment où les propositions vont devenir plus concrètes. Et là, en fait, on a une opportunité de donner envie, parce que c'est surtout ça qui compte, c'est de donner envie aux avocats de se saisir de ces outils, de se les approprier. Et pour leur donner envie, il faut que l'ordre organise des grands événements autour de l'actualité, des rencontres avec des professionnels pour valoriser le travail de ces professionnels, pour créer des liens, groupes de travail, etc. Et pourquoi pas un concours
comme on le fait en matière de médiation, et on pourrait l'élargir à un concours avocat, élève avocat qui développe une activité dans les mares. Donc, il y a des choses quand même assez simples que l'ordre pourrait mettre en place et financer, hein, parce que l'événementiel, c'est aussi une partie du budget qu'on peut consacrer à l'organisation de ces événements, mais qui tiennent surtout compte du timing. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une fenêtre temps qui est importante. Donc, si on veut donner envie, la première chose à faire, c'est d'en parler. Et vraiment, je crois que c'est les prochains mois vont être assez décisifs. Et surtout de rassurer les avocats sur le fait qu'ils ne perdent rien. J'insiste parce que quand vous discutez avec les confrères, aujourd'hui, vous avez plus d'avocats formés à la médiation, par exemple, que de dossiers de médiation. Ils vous le disent tous, parce qu'il y a quand même vraiment un sujet sur les honoraires. Donc, il y a ce point qu'il faut vraiment aborder, je pense, dans ces rencontres, dans ces événements. Après, moi, les événements, je préfère que l'argent soit utilisé, non pas pour faire des événements, mais pour aider les confrères à avoir des formations validantes. Pardonnez-moi, mais j'ai le sentiment que nous oublions le principal. Le principal, c'est le prescripteur, c'est le client, ce sont les directions juridiques. Et je suis un candidat un peu étonné de constater, parce que c'est nous qui aurions dû prendre la main, j'ai reçu récemment de l'un de mes amis qui travaille à la mairie de Paris un document qui explique ce que sont les MARD et qui est destiné à nos concitoyens parisiens. Mais c'est nous qui devons faire cela. C'est nous qui devons promouvoir, et c'est l'ordre qui doit promouvoir le travail des confrères. Oui, bien sûr, il y a besoin de formation, mais Benjamin, tu as raison quand tu dis il y a plus de gens qui sont formés qu'il n'y a de dossiers. C'est qu'il faut travailler sur l'autre aspect, et il faut travailler ça auprès de nos concitoyens, auprès des directions juridiques. Aujourd'hui, les moyens de communication le permettent et l'autorisent, et il faut le faire avec ceux qui savent, avec ceux qui connaissent, c'est-à-dire vous, des associations comme la vôtre, pour monter ce type, je ne sais pas, est-ce qu'il faut le faire sous forme de podcast, peut-être, mais en tout cas, il faut que nous expliquions à nos prescripteurs l'intérêt aujourd'hui de passer par ces formes de résolution amiable du litige, où en effet, les avocats, on doit être prépondérants là-dessus parce qu'on connaît les risques, mais on sait aussi mener une négociation, et on sait aussi pratiquer l'oralité, car les mardes, c'est ça aussi, c'est la question de l'oralité, de reprendre le lien entre les parties, et en l'occurrence concernant votre pratique. Il faut se souvenir aussi, et c'est peut-être un terme qu'il faut employer un peu plus souvent, c'est que c'est de la contractualisation, c'est du contrat. Voilà, donc le contrat, les directions juridiques, quand on leur parle contrat, ils savent de quoi il s'agit. Donc c'est quelque chose qui est rassurant en l'occurrence. Je pense qu'il faut travailler sur cela. C'est ce que j'appelle ce changement culturel qu'il faut opérer avec vous. Je suis désolée, moi je vais devoir vous abandonner. C'est triste, Valérie. À moins que c'est peut-être terminé. Pardon? Tu me félicites de partir, c'est ça? Non, je disais que c'était triste que tu nous quittes. Ah, tu es Si, dans quelques minutes, malheureusement. Bon, on peut peut-être remercier. Mais sinon, on peut peut-être remercier Valérie parce que de mon point de vue, c'était. Elle faisait une synthèse, alors c'est peut-être son profil de médiatrice, et je ne sais pas si le DU de l'IFOMEN ou autre est passé par là, mais en tout cas, il y avait une forme de synthèse intéressante avec un distinguo entre
parce que je ne voudrais pas trop revenir sur la notion de spécialisation et autres, sur laquelle je ne suis pas sûre d'être d'accord, parce que l'intérêt, de mon point de vue, d'être formé au MART, c'est d'être formé aux outils de communication en général, comme l'a dit Aliénor tout à l'heure, et ça c'est vraiment fondamental parce que ça modifie notre position, notre quotidien, et d'être formé à l'ensemble des MART, ça modifie aussi notre quotidien. Et il est vrai qu'il y a plus de médiateurs et de médiatrices que de médiation, mais il est certain qu'un avocat formé à la médiation ne sera plus jamais le même avocat, si tant est qu'il soit bien formé. Et de toute façon, notre pratique s'en trouvera totalement transformée, et on sera vraiment, enfin, c'est comme ça que je vois les choses de mon côté, notre pratique s'en trouvera bonifiée, et notre gâteau au quotidien se trouvera aussi agrandi avec un relationnel avec nos clients et nos confrères et les juges de meilleure qualité, avec une capacité peut-être à gérer aussi le conflit différent, qui nous permettra d'avancer ensemble plus efficacement. Et donc, la notion de formation validante et autres, je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on réfléchisse tous. C'est vraiment très, très important pour les confrères. Et je vois notamment les jeunes confrères. Je sais qu'Aliénor, elle est au taquet avec les jeunes confrères pour en avoir en stage au cabinet. Ils sont avec le bouquin là, et bon, il l'ouvre en permanence. Bon, et c'est vrai que, enfin, l'impression que j'ai, moi, de mon point de vue d'un peu vieille avocate quand même, après 35 ans de barreau, c'est que ce qu'il faut fondamentalement, ce n'est pas attendre des pouvoirs publics qui nous donnent des outils, c'est à nous de nous en saisir au quotidien. Et c'est aussi, c'est ça que j'aimerais bien peut-être partager avec vous, si vous avez encore un tout petit peu de temps, et je ne sais pas ce que mes copines de la FPDC ont envie de dire aussi, mais c'est aussi de se dire qu'un avocat formé au MARD ne sera plus jamais le même avocat, et pour autant, ça ne lui fera pas faire l'économie d'être par ailleurs un bon technicien, quoi, un bon juriste. C'est-à-dire que c'est ça, par exemple, ce qui est formidable en processus collaboratif, c'est qu'à la fois, on se doit d'être formé à tous les outils de communication, mais encore, on a intérêt à être à la hauteur, sinon c'est le confrère en face qui va nous faire comprendre qu'on n'est pas bon, quoi. Après, il faut aussi que les confrères comprennent que c'est pas et en tout cas le justiciable, c'est pas non plus les priver de l'accès au juge, parce que ça, Ouais, c'est quand même un droit ouais, fondamental, et il faut quand même oui, aussi tout le à fait. rappeler, hein. Il y a les mardes, il y a toujours l'accès au juge qui doit exister, parce que ça, c'est fondamental. Mais si on peut l'éviter, et entre nous, même ceux qui ne sont pas formés au MARD, je veux dire, dans plein de dossiers, on négocie. Alors peut-être plus ou moins bien, parce qu'il n'y a pas forcément la formation qui va avec, mais il y a quand même plein de dossiers qui ne vont pas au contentieux grâce aux avocats. Donc si en plus, il y a cette formation des MARD, je dirais que peut-être que les accords seront encore meilleurs, parce qu'on ne sera pas simplement pardon de le dire comme ça, mais dans la négociation du bout de gras, mais plutôt dans un accord gagnant-gagnant, comme on a l'habitude de dire, hein, c'est-à-dire où tout le monde est satisfait, et où au final, on ne revient pas un an plus tard parce qu'il y en a un qui s'est senti lésé ou quoi que ce soit. Donc, à nouveau, c'est un mode de règlement qu'il faut bien le comprendre, hein, c'est un mode de règlement qui n'a pas pour vocation non plus de priver le justiciable de l'accès au juge, et ça aussi, il faut quand même aussi le rappeler, même si on est tous, dans le cadre des MARD, évidemment en faveur des règlements amiables. Et ce que disait Florent tout à l'heure de mémoire, pardon, c'est que c'est quand même juste une obligation à nous, avocats, de proposer Oui, mais bien un sûr. mode amiable. Mais je pense Il est des confrères qui peuvent parfois l'oublier, même s'ils sont très bien formés à l'EFB ou à l'EDAC. Mais en tout cas, ça va toujours mieux en le disant, et plus on est formé, plus on est solide, et meilleur on est dans notre quotidien, quoi. Il y a des changements de paradigme dans notre profession qu'il faut savoir assumer. Je me souviens quand j'étais au CNB en 2017, est passée la réforme sur le divorce par consentement mutuel. Moi, je ne fais pas de divorce, j'ai jamais fait de droit de la famille, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais comme j'ai fait pas mal de droit des contrats, on m'a mis dans le groupe de travail pour dire c'est une convention, il faut faire cette convention avec ceux qui font du droit de la famille. Et on voyait bien qu'il y avait une réticence et une résistance de la part du barreau de famille à l'origine, et j'en ai beaucoup discuté avec Élodie à l'époque, qui n'était pas favorable au projet. Et c'est en travaillant dans le projet, et c'est en voyant toutes les opportunités que ça ouvrait pour les clients, qu'en fait, le barreau de famille a été convaincu, et Élodie, qui était à l'origine totalement contre le projet, s'est trouvée être l'une de ses meilleures avocates.
Et ben, je pense que pour les mardes, aujourd'hui, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un temps dans lequel il y a énormément de gens qui se sont formés, mais si on regarde d'un point de vue statistique, ils sont loin d'être majoritaires. Je pense que si on passe aujourd'hui par une nécessité absolue de dire, mais vous savez quoi, ça fait partie de la compétence du professionnel avocat, et c'est là-dessus qu'on va être reconnu vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est-à-dire que si on veut réunir à la fois la conception du fait que, en passant par l'avocat, on sécurise un processus, et qu'on sécurise ce processus, et que l'avocat, ce n'est pas que l'avocat contentieux, mais c'est aussi l'avocat qui sait conseiller au mieux des intérêts du client, en rendant les formations à la fois disponibles et validées à la FCO, et en rendant la formation obligatoire au stade de la formation initiale, là, on va véritablement arriver à faire changer les mentalités. Et c'est très certainement par ce type d'initiative un peu volontariste qu'on arrivera à faire évoluer très vite le barreau. Parce que sinon, on peut toujours arriver à trouver des solutions qui seront plus favorables, mais en réalité, l'évolution n'en sera que plus longue. Et nous, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'avoir une évolution extrêmement rapide pour arriver à faire concevoir le métier de l'avocat un peu différemment. Je suis désolée de prendre la parole pour vous dire que je suis contrainte de vous quitter. En revanche, mon binôme Pierre reste connecté. J'ai malheureusement une contrainte et je dois partir. Merci en tout cas de ce temps d'échange très intéressant, très fructueux, je l'espère. Pardonnez-moi, je dois vraiment voilà, vous quitter. Je peux me connecter dans ma voiture, ce qui est possible. Pas très sécuritaire, mais en tout cas, je peux vous entendre. Non. On te garde entière, Vanessa, donc non. Merci. Mais en revanche, je vous laisse Pierre intégralement. Et voilà, j'ai pris de m'en excuser, mais vraiment, je dois vous quitter. Oui, moi aussi, je vais Merci. devoir. Au revoir, Vanessa. Merci Vanessa, merci beaucoup. Merci à tous. Je crois qu'on a fait un peu le tour quand même. Moi, je suis ravie que vous soyez tous convaincus et que pour toucher les prescripteurs, comme dit Olivier, pour la formation, comme dit Valérie, comme dit Aliénor, Florent, comme pour faire de la formation initiale, pour toucher ce marché, comme dit Benjamin, comme dit Pierre et Vanessa. Moi, je pense qu'il y a une chose à faire, c'est de nous accompagner aussi auprès des pouvoirs publics. Donc, voilà, je me permets juste ce qu'a dit Mathilde d'ailleurs, voilà, et pour faire la conclusion de ce débat extrêmement enrichissant. En plus, c'était formidable parce que on voit que vous avez plein de choses à raconter et à dire sur les marques, donc on est absolument ravis et sur le processus. Et merci merci à tous et on va mettre tout ça en ligne. Et en tout cas, c'est formidable. Je me réjouis de ce débat qui était très enrichissant pour tous. Oui, Merci je à voulais vous. juste rajouter que effectivement ceux qui seront élus auront la lourde tâche de motiver les confrères parce que effectivement, il faut faire de la formation dans les écoles, mais on a d'abord 35 000 avocats à Paris et dont la plupart ne sont pas formés. Pour répondre à Florent, on a des formations, nous, pratiquement tous les mois en distanciel à un tarif qui est pris en charge par le FIFPL et nous avons du mal quand même à avoir du monde qui s'inscrit. Donc, pour sensibiliser les confrères à cette nécessité de ce marché qui est à prendre, voilà, nous avons du mal. Nous espérons que ceux qui seront élus nous aideront, nous vous aiderons et nous serons là pour nous aider les uns les autres. Voilà. Ok, Aliénor n'a plus de merci. micro, mais elle me dit de vous dire que la mention de spécialisation, c'est bien marde, comme elle le disait tout à l'heure, mais comme elle n'a plus de micro, elle ne peut plus vous le dire. Voilà. Très Oui, bien. oui, et d'ailleurs, c'est bien ce que moi j'avais entendu en tout cas. Et d'ailleurs, il n'y a aucune mention, et je tiens à vous le dire à tous, sur le processus collaboratif dans cette mention de spécialisation des marques du CNB. Donc je tiens, voilà, je compte sur Mais vous maintenant. Juliette, c'est peut-être parce que c'est pas dans la loi. Oui, et Non, parce que les mentions de spécialisation, on en fait ce qu'on veut. Donc, si on veut le faire rentrer, on peut très bien décider de le faire rentrer. voilà, ouais. Ça, c'est pas un sujet. Et donc, je compte sur vous parce que si ça repasse effectivement au CNB pour dire les uns les autres, et je pense que vous serez tous d'accord là-dessus, pour que dans cette spécialisation MARD, ce ne soit pas qu'une spécialisation médiation déguisée en bien sûr. spécialisation MARD. Ou alors on l'appelle mention de spécialisation de médiation, mais on ne peut pas se cacher et derrière son petit doigt. Et moi, je veux bien que ce ne soit pas une spécialisation. J'ai beaucoup de réserves là-dessus également, mais à la limite, peu importe.
mais on appelle ça spécialisation médiation, mais pas spécialisation marde. Voilà. Pardon, Allez, c'était. merci, bonne soirée. C'était un éclaircissement Merci à nécessaire pour tous. tout le monde. Merci. Merci, Merci, Bonsoir à tous. à bientôt et bonne Au revoir. continuation Au de revoir. campagne. Merci. Au revoir. Merci, au Merci. revoir. Merci. Bon courage. Ouais, bon Au courage. revoir.